Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation. Alors aujourd'hui, on va aller toucher à un sujet qui concerne en fait de très nombreux parents et même des gens qui ne sont pas parents, les dynamiques complexes des relations fraternelles. Alors qu'on soit nous en tant que parents issus d'une fratrie ou que nous ayons, nous en tant que parents, plusieurs enfants, finalement, on sait tous que les liens entre frères et sœurs, ils peuvent être à la fois source d'amour inconditionnel, mais aussi parfois de conflits violents, voire de séparation ou autre. Alors aujourd'hui, moi, ce que je te propose, c'est d'aller creuser ce sujet. Les relations entre frères et sœurs, elles jouent un rôle crucial dans notre développement personnel et elles influencent profondément la dynamique de nos relations familiales tout au long de notre vie. Elles vont nous apprendre les premiers pas vers la socialisation, la résolution de conflits, elles vont forger finalement une partie de notre identité. Alors à travers cet épisode, j'ai envie de te montrer comment ces liens ils se forment, ils se maintiennent, ils se compliquent parfois, mais surtout comment ils évoluent et ils contribuent à notre épanouissement. Alors que tu sois concerné en tant que parent pour accompagner tes propres enfants, la relation entre tes enfants, ce qui va être l'axe quand même principal de cet épisode, mais si tu cherches aussi toi en tant qu'individu à renforcer les liens fraternels dans ta propre vie, je suis sûr que cet épisode pourra te servir. Alors on y va, on entre dans le vif du sujet avec tout d'abord les conflits entre frères et sœurs et surtout la nature des conflits entre frères et sœurs. Alors pour commencer, il faut que tu saches que c'est tout à fait normal qu'il y ait des conflits qui éclatent entre frères et sœurs. Alors, déjà, petite parenthèse, avant d'aller plus loin, durant tout l'épisode, je vais te parler de fratrie, de rapports fraternels, de rapports entre frères et sœurs, mais bien entendu, c'est évident, mais je te le dis comme ça, ce sera fait, ça englobe les frères entre eux, ça englobe les sœurs entre elles, et ça englobe les frères et les sœurs. Donc, il n'y a pas de problème, quelle que soit la situation. Voilà, maintenant que cette petite précision est faite, on va revenir à notre sujet. Donc, dans ces petits conflits, ces petites chamailleries, ces petites querelles du quotidien, comme je te le disais juste avant, elles sont normales, elles sont inévitables, mais elles sont aussi super formatrices. Nous, on les perçoit en tant qu'adultes souvent négativement, mais on oublie en fait parfois que leur potentiel d'apprentissage, il est énorme pour nos enfants. Chacune des disputes, chacun des désaccords, c'est en fait une opportunité d'apprendre à négocier, d'apprendre à comprendre le point de vue de l'autre, à exprimer ses propres émotions et à développer aussi des précieuses compétences en résolution de conflits, en relations sociales, etc. C'est dans ces moments-là que nos enfants ils vont apprendre ce que signifie vraiment comprendre et être compris. Et aussi comment ils peuvent trouver des solutions qui respectent les besoins de chacune des parties, disons. En fait, la fratrie, c'est un petit peu... ça sert un petit peu de répétition et d'apprentissage pour les relations sociales. Et nos enfants, ils expérimentent comment ils peuvent cohabiter le plus pacifiquement possible, même quand ils ne sont pas d'accord. Et c'est comme ça qu'ils développent des compétences qu'ils vont utiliser dans toute leur vie, dans toutes sortes de relations. Donc même si c'est parfois difficile à gérer en tant que parent, rappelle-toi que chacun des conflits, c'est finalement une chance, une opportunité de grandir, une sorte de leçon de vie.
Simplement, elle prend la forme de disputes ou de désaccords parfois. Donc la prochaine fois que tu auras envie d'intervenir directement lors d'un désaccord entre tes enfants, prends un moment pour observer, pour voir comment ils avancent seuls dans cette situation et comment ils parviennent la plupart du temps à résoudre leurs différends. Et en bonus, je t'en ai déjà parlé plein de fois, mais finalement en faisant ça, tu leur permets de renforcer leur autonomie et ça, tu le sais, c'est un cadeau qui est inestimable pour leur avenir. Alors maintenant, on va essayer d'aller comprendre un petit peu d'où viennent ces disputes, d'où viennent ces désaccords, quelles sont les causes, disons, plutôt courantes de ces conflits fraternels. C'est essentiel de saisir pourquoi ces disputes, elles éclatent pour pouvoir mieux les gérer, les appréhender. Alors parmi les principales causes, on retrouve souvent la jalousie, on retrouve la recherche d'attention ou aussi les différences d'âge ou encore de personnalité. Alors on va commencer avec la jalousie. Parce que c'est vraiment une cause très fréquente dans les désaccords, les conflits ou les petites querelles entre frères et sœurs, quel que soit le niveau. Mais déjà, c'est quoi la jalousie? Il va falloir comprendre ça. D'après le Larousse, c'est le désir de posséder une personne pour soi et la crainte de la perdre au profit d'un rival. Donc, une fois que tu as compris ça, en fait, tu comprends bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre nos mains à nous de parents. C'est-à-dire que les enfants, ils ont besoin d'être rassurés sur l'amour qu'on leur porte, même si on leur dit qu'on les aime, si on est présent, etc. Il y a vraiment ce besoin pour chacun des enfants d'être rassurés. Et la jalousie entre frères et sœurs, elle peut survenir dès l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, mais elle peut aussi arriver plus tard en réaction par exemple à des comparaisons. Alors le plus souvent involontaires de la part des parents, c'est sûr, mais qui sont souvent maladroites. Et ça peut être de notre part en tant que parents, mais c'est aussi parfois d'autres membres de la famille qui vont faire ces comparaisons. Et les enfants, à ce moment-là, ils peuvent ressentir une sorte de compétition pour notre amour et notre attention, et c'est ça qui va alimenter cette jalousie, pardon. C'est humain, finalement, hein, ni plus ni moins. Et chaque enfant, il a besoin de se sentir un peu spécial, de se sentir valorisé dans sa propre unicité. Alors après la jalousie, je t'ai dit, il y a la recherche d'attention, justement, et elle joue un grand rôle dans notre vie de famille. Je vais y arriver. Et même au-delà, en fait, j'ai envie de te dire, mais ça, c'est un autre sujet. Mais les enfants, en fait, surtout s'ils sentent qu'ils ne reçoivent pas assez d'attention par rapport à ce qu'ils ont besoin, et chacun est unique, je te le rappelle, et donc, chaque enfant n'a pas forcément le même besoin d'attention. Pour schématiser un petit peu, l'enfant qui va avoir 3, 4, 5 ans, il va avoir envie de passer du temps avec toi et des petits quarts d'heure de manière régulière, ça va lui suffire, alors que peut-être ton enfant qui a 10, 12, 14 ans, il aura envie de passer des moments beaucoup plus longs et plus intenses avec toi. Donc voilà, ça ne va pas être les mêmes besoins d'attention en fonction de leur moment de vie, mais aussi en fonction de qui ils sont, etc. Et donc, si ils n'ont pas l'impression de recevoir assez d'attention, ils peuvent utiliser les conflits avec leurs frères ou leurs sœurs comme un moyen de capturer cette attention, que ce soit en provoquant leur frère ou leur sœur ou en exacerbant une toute petite dispute, quelque chose qui n'a aucune importance à nos yeux, à nous de parents. Mais en fait, le but, c'est souvent de faire en sorte que nous, parents, on intervienne et par conséquent, qu'on leur prête cette attention. Et puis, comme je te disais, il y a des différences d'âge et de personnalité qui ont également un rôle à jouer dans ces désaccords, ces querelles, ces chamailleries, enfin, tous les mots que tu souhaites utiliser. Il ne faut pas oublier, je te l'ai déjà dit, que les différences d'âge et de personnalité, elles vont influencer la réception de comment tu es avec chacun d'entre eux. Et déjà, c'est très simple. Déjà, nous, en tant qu'adultes, on le voit bien, des personnalités qui sont très différentes ou des écarts d'âge importants aussi, ça peut parfois rendre la cohabitation difficile. Pour les enfants, c'est exactement la même chose. Ces différences, elles peuvent influencer la façon dont ils vont interagir et se comprendre mutuellement. Un enfant qui est peut-être plus âgé, il va pouvoir se sentir irrité par les comportements, disons, plus puéril d'un plus petit, alors que le plus petit, lui, de son côté, il pourrait se sentir constamment laissé de côté ou incompris par les plus grands qui vont l'ignorer ou qui ne vont pas partager les mêmes choses avec lui. En psychologie familiale, on dit que de reconnaître et d'être conscient des causes de ces conflits fraternels, ça aiderait grandement à réduire les tensions. Donc, il est recommandé d'encourager chaque enfant à exprimer ses sentiments, ses besoins de manière constructive et de leur apprendre aussi à écouter et à respecter le point de vue, les perspectives de l'autre. Et cette approche, même si elle ne résout pas les conflits existants, elle aiderait apparemment à prévenir leur apparition future. Alors une fois encore,
la communication, comme que je crois maintenant à chacun des épisodes presque je l'aborde, ça semble être une solution qui est assez accessible facilement et qui permet de résoudre pas mal de problèmes. Alors en prenant compte tous ces différents aspects, on peut mieux structurer nous, en tant que parents, notre soutien et notre accompagnement auprès de nos enfants. Mais comment on fait pour prévenir et gérer ces conflits? Alors reste à l'écoute, je vais te proposer des conseils concrets tout de suite. Euh, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, c'est important de ne pas intervenir immédiatement lorsqu'une une dispute ou quoi que ce soit d'autre éclate entre un frère et une sœur. Cette inaction, de notre part, elle contribue en fait à développer leur autonomie et leurs compétences sociales. Lorsque toi, tu vas résister à l'impulsion de sauter au milieu de chaque dispute, tu vas offrir à ton enfant l'opportunité, précieuse d'ailleurs, d'apprendre à résoudre des problèmes par lui-même. Et cette approche, elle va les aider même à développer des compétences de négociation, à comprendre l'importance du compromis, à respecter le point de vue de l'autre. Et donc, de manière générale, on dit que laisser les enfants gérer leurs disputes, ça renforce non seulement leur autonomie, mais aussi leur capacité à trouver des solutions de manière qui soit plus créative et respectueuse. Alors, bien sûr, il y a des limites à cette approche. Si les conflits deviennent trop intenses ou s'il y a des comportements inappropriés, comme l'utilisation de mots vulgaires ou de gestes agressifs, alors à ce moment-là, bien entendu, une intervention de l'adulte, elle devient nécessaire pour pouvoir rétablir le respect et la sécurité. Et on en reparlera juste un peu plus loin. Mais dans la plupart des situations courantes, il s'agit simplement de petites querelles et donc encourager une résolution autonome, ça peut être très formateur. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas guider ou même coacher de manière discrète tes enfants. Au contraire même, j'ai envie de te dire. Si tu discutes avec eux après que la situation ou que le conflit se soit résolu, ça peut être hyper instructif. Tu peux leur poser des questions sur comment ils ont vécu cette situation, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont réussi à trouver une solution, tu vois, sans parler de la problématique en elle-même. Ok, tout à l'heure, j'ai senti j'ai cru entendre que, ou je vous ai vu vous chamailler, ou je ne sais quoi. Vous pouvez m'en parler, qu'est-ce qui s'est passé? Pas pour savoir quel était le problème, mais plus pour savoir quel a été le processus qu'ils ont trouvé pour sortir de cette situation, comment ils ont fait pour trouver une solution, leur poser des questions sur comment ils ont vécu la situation, s'ils estiment que ça a été bien géré ou pas, qu'est-ce qu'ils pourront faire la prochaine fois, etc. En fait, tout ça, tout ce genre d'échange, et d'ailleurs tu peux utiliser les échanges en famille dont je te parle régulièrement pour pouvoir parler de ça, ça permet d'ancrer les leçons qu'ils ont apprises et de préparer le terrain pour des peut-être futures disputes ou chamailleries, et comme ça créer des interactions qui soient un petit peu plus harmonieuses, plus fluides dans le futur. Donc si je résume, en laissant tes enfants résoudre leurs conflits, tu leur donnes des outils pour gérer non seulement leurs relations fraternelles, mais de manière générale toutes leurs relations sociales futures, avec plus de compétences et plus de confiance. Donc mon premier conseil pratique, la prochaine fois qu'une dispute éclate, prends un moment pour observer, prends du recul, évalue si ça peut être une opportunité d'apprentissage avant de vouloir te précipiter pour les séparer. Tu pourrais être très surpris par leur capacité à trouver leur propre chemin vers une relation paisible. On va continuer ensemble pour voir comment on peut prévenir les conflits avant qu'ils ne commencent. Un point essentiel ici, c'est l'anticipation. Et ça commence dès finalement que tu commences à envisager même l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, de réussir à anticiper et de préparer l'enfant à devenir grand, un grand frère ou une grande sœur. Mais ce n'est pas la seule solution, il y a aussi, qui est aussi bénéfique et importante, d'encourager, une fois que la fratrie existe, des activités qui vont renforcer ces liens fraternels. Alors, on va commencer par l'arrivée de son frère ou de sa sœur. Je t'en ai déjà parlé la semaine dernière dans l'épisode sur les transitions et les changements, donc je te mets le lien si tu ne l'as pas encore écouté. L'arrivée d'un nouvel enfant, c'est un moment qui est joyeux de manière générale dans une famille, mais c'est aussi un grand changement pour toute la famille, et en particulier pour les enfants déjà présents, le futur grand frère, la future grande sœur, ou dans le cas d'une fratrie multiple. Et donc, de préparer les enfants à ce changement, c'est crucial pour pouvoir les aider à minimiser, entre guillemets, la jalousie, dont on en a parlé tout à l'heure, et les conflits potentiels. Alors, en plus de tous les conseils pratiques et concrets que je t'ai partagés la semaine dernière, vraiment, je t'invite à aller écouter l'épisode, je voudrais partager aujourd'hui avec toi une analogie, alors qui n'est pas de moi, mais qui est de Michael Gross, qui a écrit un livre assez génial, je te mets le lien dans la description, qui s'appelle « Pourquoi les aînés veulent diriger le monde ?» et les benjamins le changer. En fait, dedans, il partage une histoire, une sorte d'analogie, qu'il appelle ça l'analogie de la deuxième épouse.
Imagine un petit peu la situation. Tu rentres chez toi un soir et puis tu annonces à ton ou à ta partenaire, en fonction, écoute chérie, c'est super, c'est génial, j'ai trouvé un autre ou une autre partenaire. Il est super, elle est super, tu vas l'adorer, vous allez super bien vous entendre. Et tu sais, en plus, elle va être là ou il va être là pour toujours à vie. Alors bon, je te demande bien sûr de faire un petit effort pour partager tout ce que tu as qui était jusqu'à présent à toi uniquement, mais je sais que tu vas réussir à partager avec cette nouvelle personne parce que je sais que tu vas l'aimer vu que moi je l'aime. C'est vraiment une personne qui est géniale. Voilà. Tu vois un petit peu, tu auras compris dans cette situation ce qui pourrait se passer. Bon, voilà ce qui se passe dans la tête de ton enfant lorsqu'il y a un nouvel enfant qui arrive. Et donc, ça nous montre bien que c'est pas du tout naturel de vouloir partager l'amour et celui de ses parents dans le cas d'une fratrie. C'est pas naturel non plus. Donc, quand il y a un nouvel enfant qui arrive, on a beau faire tous les efforts et tout ce que l'on peut, c'est pas naturel de vouloir de créer comme ça le partage de l'amour qui était initialement focalisé que sur cet enfant-là. Il n'y en avait pas d'autres. Il partageait l'entier de l'amour de ses parents pour lui. Et puis d'un seul coup, pouf, il doit partager ça avec quelqu'un d'autre. Il doit partager le temps, l'espace, etc. avec quelqu'un d'autre. C'est pas du tout naturel. Voilà. Donc je trouvais hyper intéressant de te partager cette petite histoire. Donc voilà. Comme je te l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, pense à intégrer ton enfant dans la préparation de l'avenue de cette nouvelle fratrie, de l'inclure dans des activités comme choisir des articles pour le futur bébé, discuter qu'est-ce que ça va être d'être un grand frère ou une grande sœur, comment il ou elle voit les choses. En fonction de son âge, il va pouvoir exprimer un certain nombre de choses. Comment toi aussi tu vois les choses, qu'est-ce que tu pourrais attendre de lui ou pas, pour le rassurer aussi sur le fait qu'il va rester ton enfant chéri, il va rester lui et qu'il va rester aussi un enfant. Attention à ne pas trop le surcharger de responsabilités qu'il ne serait pas encore prêt à prendre ou à vouloir prendre ou prêt au niveau même de ses compétences. Et de lui faire sentir en fait que oui, il fait partie de cette nouvelle aventure qui est l'agrandissement de la famille, etc., qu'il est partie prenante et intégrante de cette aventure. Ça va renforcer son sentiment d'appartenance et réduire les sentiments de rivalité dès le départ. Mais on essaie aussi en parallèle de lui laisser sa place, une place unique qu'il a besoin de garder. Alors c'est un jeu d'équilibriste pour nous en tant que parents, ça c'est sûr. C'est pas toujours simple, mais vraiment ça en vaut la chandelle. Donc ça, c'est dans la préparation. Mais une fois que la fratrie, elle est là, on va essayer plutôt d'encourager, comme je te le disais, des activités qui vont renforcer ces liens fraternels et une certaine complicité. De participer à des jeux, à des projets créatifs ou des sports ensemble, ça peut aider les frères et sœurs à développer une complicité naturelle, à apprécier des moments partagés. Ces activités partagées, elles vont permettre non seulement de créer des souvenirs, mais aussi de développer une communication disons, positive entre le frère et la sœur, entre les frères, entre les sœurs, ce qui va réduire normalement les occasions de conflit. En plus de ça, ces moments partagés, ils vont enseigner aux enfants comment travailler en équipe, comment chaque personne, chaque individu va pouvoir contribuer de manière unique. Donc ça va favoriser toutes les différences individuelles au sein de la fratrie plutôt que de les mettre en exergue et de devenir une source de tension. Donc, une fois encore, la prévention des conflits, elle va passer par une préparation et par la promotion d'une complicité que je qualifierais, disons, d'active. Et nous, en tant que parents, notre rôle, ça va être de faciliter ces expériences et c'est assez crucial. Et tu peux le faire, je sais pas, par exemple, à la maison, tu prends un jeu de société qui peut se jouer en équipe et puis tu fais une équipe parent contre enfant. Ça va leur permettre de se souder et de s'unir face aux enfants parce que on le sait bien, dans l'adversité, l'union est plus forte. Et par conséquent, s'ils font partie de la même équipe face aux parents, ils vont pouvoir créer ce lien de fratrie important. Donc, ça, c'était pour comment tu peux les accompagner, disons, pour créer les bases d'une relation qui soit saine et durable. Maintenant, on l'a dit, c'est pas toujours nécessaire et la plupart du temps même, il n'y a pas besoin d'intervenir. Mais, alors, la question qui se pose, c'est savoir comment et quand intervenir. Donc, comme je te l'ai dit, laisser les enfants gérer leurs propres disputes, ça peut être bénéfique pour leur développement personnel. Par contre, il y a des moments où intervenir, ça devient vraiment crucial, notamment si les disputes, elles dégénèrent avec violence, au niveau de la violence physique, mais également, comme je te l'ai dit, au niveau de la violence verbale. À ce moment-là, ou si même elles sont source de détresse émotionnelle profonde pour l'un des enfants, c'est hyper important à ce moment-là de prendre les choses en main pour pouvoir assurer la sécurité et le bien-être de tout le monde.
Alors comment on fait ça? Lorsque tu vas décider d'intervenir, le faire de manière, disons, constructive, c'est assez essentiel pour pouvoir aider tes enfants et ne pas être contre-productif. Et donc si tu peux anticiper un minimum ces actions-là au préalable, ces interventions, bah, c'est préférable. Donc je te propose ici quelques étapes à suivre qui ne sont pas toujours simples, c'est sûr, dans le feu de l'action, ce ne sera pas simple à mettre en place, mais avec la pratique, tu verras, elles deviendront beaucoup plus naturelles. La première, c'est de prendre du recul, de rester calme et de rester neutre. Euh, de prendre la situation avec calme et sans jugement. Si tu interviens avec émotion ou avec partialité, eh ben, ça risque en tout cas d'exacerber le conflit, la dispute, etc. Ça, c'est la première chose, reste calme et neutre. Je sais que c'est pas simple tout le temps, c'est pour ça que plus tu vas le pratiquer, mieux ce sera et que de le penser en amont, eh bien, tu as déjà une petite étape de franchie. La deuxième chose à faire, c'est vraiment d'écouter les deux côtés, les deux versions, de donner à chaque enfant l'opportunité de pouvoir exprimer son point de vue sans interruption. Ça va les aider chacun à se sentir entendu et valorisé et toi, ça te donne une meilleure compréhension de la cause du conflit parce que chacun va avoir son point de vue. Le troisième point, c'est d'encourager la résolution du problème plutôt que de simplement résoudre toi le conflit pour eux, de les guider pour trouver leur propre solution, de poser des questions peut-être pour pouvoir les aider à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire autrement pour éviter ou pour résoudre ce désaccord dans le futur. Une autre chose, le quatrième point, c'est d'établir des règles claires. C'est hyper important que le cadre dans lequel ils évoluent, il soit clair et qu'il soit acceptable et que, comment te dire, et que ce cadre-là, il soit très clair en termes de comportement attendu, possible et pas possible. De pouvoir leur dire en fait qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est pas. Je pense par exemple à des violences physiques, etc. Quelle que soit la situation, eh bien qu'il n'y en ait pas un qui tape sur l'autre, par exemple. Ça peut être ça d'établir une règle claire. Une autre, ça pourrait être au niveau du langage qu'ils utilisent, que tu refuses qu'ils utilisent des mots grossiers ou des mots vulgaires ou en fonction de la culture familiale que vous avez. Ou encore, ça pourrait être que tu refuses qu'ils cassent des choses ou qu'ils se jettent des objets, je sais pas. Enfin bref, tu vois, de poser vraiment un cadre qui soit très clair pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui est autorisé ou pas en termes de comportement. Et enfin, le cinquième, eh bien, c'est d'utiliser des enseignements après la résolution du conflit, d'utiliser l'expérience comme un moment pour pouvoir discuter des compétences en communication, de pouvoir discuter de l'empathie, de pouvoir discuter d'autres comportements sociaux positifs, etc. En fait, d'utiliser, comme je te le disais tout à l'heure, et tu peux le faire lors de ces fameux échanges en famille que j'affectionne tant, tu peux utiliser un conflit qui est redescendu, j'ai l'image du ballon qui se dégonfle. Voilà, une fois que tout ça c'est fini, que ça a été résolu, et ben d'utiliser cette situation comme une situation exemple pour pouvoir en tirer des conséquences et des apprentissages. En suivant ces 5 étapes, je te les rappelle, rester calme et neutre, écouter les deux enfants, les deux côtés, disons, encourager la résolution de problèmes, établir des règles claires et utiliser les enseignements de cette situation. En suivant ces étapes-là, tu ne vas pas seulement intervenir pour mettre fin au conflit ou au désaccord, mais tu vas accompagner tes enfants sur la manière de gérer ces désaccords de manière plutôt respectueuse et surtout proactive, productive. Et ce genre d'intervention, il va aider à construire des compétences qui vont servir à tes enfants durant toute leur vie, dans toutes sortes de formations. Donc voilà, ça c'était pour comment tu fais, essayer d'éviter de réagir de manière impulsive, mais d'avoir une décision qui soit plutôt réfléchie pour viser à enseigner des compétences de vie qui soient cruciales, avec patience, avec pratique. Tes enfants, ils vont pouvoir apprendre à gérer leurs conflits de manière plus autonome et plus respectueuse, ce qui est vraiment, en fait, je crois, le véritable objectif de toute éducation. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, il y a une chose qu'on oublie peut-être en tant que parent, et c'est pas forcément simple non plus, c'est de reconnaître et de valoriser l'individualité de chaque enfant. On pense pas forcément, lorsqu'il y a une fratrie, et d'autant plus que celle-ci est nombreuse, de réussir à mettre en exergue l'individualité et l'unicité de chacun de nos enfants. Chaque enfant est unique, avec ses propres besoins, ses propres passions, ses propres rythmes de développement d'une part, mais aussi rythme de vie. Donc c'est essentiel en tant que parent de pouvoir reconnaître et de valoriser cette individualité pour éviter les comparaisons qui
finalement mène très souvent à la rivalité entre des frères, des sœurs, etc. Euh, Traiter chaque enfant selon ses besoins spécifiques, ça va aider à diminuer la compétition et ça va renforcer l'estime de soi de chacun des enfants de la fratrie. Donc, je sais pas, célébrer les réussites individuelles, ça ne les met pas en compétition. Tu vois, si tu as un enfant qui, je sais pas, qui est super bon en sport et puis l'autre qui est super bon en art plastique, j'en sais rien, enfin tu vois, qui est un artiste, voilà, je cherchais le mot, et ben de les mettre en valeur chacun dans leurs compétences. Et chacun, il devrait se sentir tout aussi valorisé parce qu'il a été très fort au volleyball et de l'autre côté parce que il a fait un super dessin ou qu'il a composé un petit morceau de 15 secondes sur un instrument de musique ou je ne sais quel autre, il a écrit un texte magnifique, enfin bref, tu vois, un côté plutôt artistique. Il n'y a pas de préférence entre les deux, il faudrait réussir à les valoriser pour ces accomplissements, quels qu'ils soient. Ça va les aider à se construire un sentiment de valeur personnelle assez haut et qui ne dépend pas d'une comparaison avec le frère, la sœur ou autre. Et puis, ben, comment dire, essayer d'éviter de tomber dans les stéréotypes. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément simple, d'autant plus quand tu as, par exemple, une fratrie garçon-fille, si c'est un frère et une sœur, d'éviter d'assigner à chacun des tâches en fonction peut-être de stéréotypes de société ou de genre ou autre, parce que bah, c'est des pièges qui sont faciles et dans lesquels il y a de nombreux parents qui vont tomber, et même parfois sans s'en rendre compte. C'est-à-dire de dire des choses, ben pourquoi tu peux pas être un peu plus comme ton frère ou ta sœur, ou toi t'es l'intelligent, puis toi t'es plutôt l'athlète ou le sportif. Euh, euh, ça va contribuer. Alors, je caricature bien sûr le trait, mais ça va très vite en fait. Ah bah ouais, mais moi je me rappelle quand ta sœur elle était petite, elle était plus organisée que toi. Bim, toi t'es le bordélique, quoi, tu vois. Il y a ce genre de choses qui va rentrer petit à petit, et en fait c'est juste qu'ils sont différents. Ce sont deux enfants et surtout ce sont deux individus à part entière. Alors pour éviter ces pièges, de manière générale, c'est plutôt euh, comment dire, conseillé de prêter attention à la manière dont on parle, nous, à nos enfants, et de s'assurer qu'on va les encourager, chacun, sur sa propre voie. Encourager des activités communes qui vont célébrer, comme je te disais tout à l'heure, tout ce qui est la coopération plutôt que la compétition entre eux. Ça peut bien sûr aider. Des projets artistiques familiaux ensemble, des jeux de société où chacun va apprendre son rôle, des sports d'équipe où ils vont devoir travailler ensemble pour réussir à avancer. Enfin bref. Mais aussi, ben, voir que chacun, il ait suffisamment d'espace et de ressources pour explorer ben, ses propres centres d'intérêt, ses propres passions, se sentir vraiment à sa place et pouvoir le faire sans compétition avec sa fratrie et sans attendre, entre guillemets, qui est le meilleur, qui est le mieux, et l'approbation du parent. Ça peut aussi impliquer, bien sûr, j'ai fait un épisode là-dessus, tout un ajustement sur la gestion du temps familial pour réussir à faire en sorte que chacun il puisse se sentir écouté, valorisé et qu'il ait du temps pour lui. Avoir du temps pour lui, ça veut dire avoir des activités qu'il peut faire, se prêter à ses propres centres d'intérêt, bien sûr, mais c'est aussi avoir du temps, juste comme je te le disais tout à l'heure, en fonction de chacun des enfants, avec les parents, un temps en individuel. Donc autant que faire se peut, je sais que dans des grandes fratries, c'est pas toujours simple à faire, mais voilà, autant que faire se peut de pouvoir donner un petit peu de temps individuel à chacun de tes enfants. Et si tu appliques tout ça, alors ça fait beaucoup, essaye d'impliquer une chose à la fois. Ça sert à rien de se mettre trop de pression, comme je te le dis tout le temps. On est dans une société où on reçoit tellement de conseils, tellement comment dire, d'input, d'entrées différentes que le parent a très vite fait de culpabiliser parce qu'il ne fait pas tout bien. Le fait de bien faire ou de mal faire, ça n'existe pas. Tu fais de ton mieux et c'est ça le plus important. La base de tout, ça reste l'amour inconditionnel que tu portes à tes enfants. Et à partir de là, le reste, c'est simplement, comment dire, essayer d'être le meilleur des parents possible, point. Mais chacun à son niveau, avec ce que tu peux, etc. Donc vraiment, j'insiste, l'amour inconditionnel, c'est la base. Le reste, c'est du plus. Voilà. Mais si tu arrives donc à mettre en place une, deux, trois des stratégies que je viens de te partager, bah, ça va contribuer sans doute à créer un environnement où les différences, elles vont être célébrées, où la rivalité, en fait, elle va être minimisée. Et c'est dans
ce cadre-là que ça va aider à réduire les conflits et à enrichir les rapports familiaux, la vie familiale de manière générale, de façon à pouvoir apprécier en fait la richesse des différentes personnalités, individualités qui composent la famille et qui composent la fratrie. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si tu as envie de plus d'informations sur comment réussir à construire une relation positive, l'importance peut-être aussi du respect, de l'entraide, etc., eh bien je t'invite à me laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix ou à me contacter sur les réseaux et je me ferai un plaisir d'aller un peu plus loin sur cette thématique. Je suis en train actuellement de préparer une newsletter pour pouvoir permettre à chacun d'aller plus en profondeur sur les sujets que j'aborde dans les épisodes, les différents épisodes, et par conséquent, je te tiendrai informé, mais tu pourras t'abonner à cette newsletter et comme ça, tu recevras 1 à 2 fois par mois, pas plus. Je le ferai pas, j'ai pas envie de t'asperger de mails. L'idée, c'est vraiment que tu puisses aller piocher et creuser sur les épisodes que j'aurais fait pour pouvoir aller un peu plus loin dans le sujet et porter la réflexion à un autre stade. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour une première sur Ensemble Impactons Demain Éducation avec une interview qui sera mise à l'honneur dès la semaine prochaine. J'aurai la chance de recevoir Mélanie du blog faire découvrir l'écologie aux enfants et ensemble on va pas parler d'écologie mais on va parler d'alimentation. Donc voilà, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine et les suivants parce que sans doute que cet échange nous prendra plusieurs épisodes et moi je te souhaite une très 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 bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine sur Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye.